Je commencerai d'abord par remercier la région qui met à notre disposition ce magnifique auditorium, et également la mairie de Saint-Paul qui nous aide aussi pour mettre en place la soirée. Donc nous accueillons Alexandra Goujon. Vous en avez beaucoup entendu parler peut-être dans les médias. Je fais une rapide présentation parce que la parole lui appartient naturellement et principalement. Alors, pour situer un petit peu les amis d'université, vous avez sans doute su ou appris quelque part que nous fêtons cette année le 30e anniversaire des amis de l'université. Et ce qui n'est pas banal, c'est que demain sera donnée la 930e conférence. Ça tombe pile quoi, n'est-ce pas? Voilà, c'est un plaisir aussi un peu de participer à cette célébration de toute l'année. Alors, peut-être vous posez-vous deux questions à propos justement de ce thème que nous proposons de développer ce soir avec vous. La première serait de savoir pourquoi nous avons proposé ce cycle de conférences sur l'Ukraine, à La Réunion plus particulièrement, parce que l'expression, pour faire les choses de manière un peu plaisamment, c'est loin des yeux, loin d'Ukraine, n'est-ce pas? Voilà, bah oui, c'est un peu recherché. J'ai plaisir à le répéter, n'est-ce pas? Alors que toutes les chaînes de télévision, les autres médias, déversent d'heure en heure, jusqu'à saturation peut-être, justement toutes les informations relatives à cette horrible guerre. J'insiste sur le terme d'horrible. Et alors la deuxième question que vous pouvez vous poser, pourquoi avoir invité aussi Alexandra Goujon? Parce que, vous me direz, mais elle n'a pas les cheveux ronds d'un général, par exemple, général à la retraite, comme on en voit sur les écrans de télévision. Alors je vais répondre à ces deux questions. La première, les amis de l'université, de par leur nom d'une part, mais sont d'abord, j'allais dire, des amis de la paix. Et à ce titre, toutes les souffrances qu'entraînent les conflits armés ne nous laissent pas insensibles, vous pouvez le croire. Quand l'Europe en particulier, où l'on croyait, ça c'est une citation du président de la République, les guerres appartenir au passé, définitivement, hélas, nous voilà encore dans la même situation. Et à ce titre-là, il me semble que cette souffrance que vivent les soldats, de quelque côté qu'ils soient, ukrainiens comme russes, et plus encore les civils qui ont à pâtir de cette affreuse guerre, évidemment, cela nous fait frémir, j'allais dire, et surtout, nous voulons mieux comprendre pourquoi cette chose est arrivée. D'autre part, alors merci à Jean-Pierre de m'avoir soufflé la citation. Voilà, François, tu as encore le Cid en tête, et voilà, dans ce dialogue entre Don Diego et Don Gormas, les exemples vivants sont d'un autre pouvoir. Et dans ce sens-là, il est évident que la présence d'Alexandra avec nous aura un pouvoir autrement plus explicatif que les écrans de télévision ou les ondes de radio, etc. Voilà. Alors maintenant, pourquoi avoir invité Alexandra plus particulièrement? J'ai parlé des galons de maréchal et tout cela, du général. Ça aurait pu être un diplomate aussi. Eh bien, Alexandra appartient au monde universitaire, d'abord. Et à ce titre-là, elle répond justement à l'amitié que nous portons à toutes les universités, qu'elles soient universités de statut ou bien universités populaires, par exemple. Et donc, elle a toute compétence pour parler de l'Ukraine, car en 2001, avec mes excuses, il faut que je regarde mes notes parce que je n'avais pas retenu la date, en 2001, elle a soutenu une thèse de doctorat en sciences politiques, et le titre en était « Nationalisme et démocratie à la fin de l'URSS, les fronts populaires d'Ukraine et de Biélorussie, des années 88 à 91 ». Donc vous voyez, déjà le fait d'avoir travaillé sur le thème lui donne toute compétence pour pouvoir en parler ce soir. J'ajoute que la Biélorussie, comme la Pologne et l'Ukraine naturellement, s'inscrivent également dans son paysage familial, grand-parental d'une part, et une partie de ses ancêtres a vécu ou vit encore justement dans les pays que je viens de citer. Et vous savez bien que quand on a une attache affective à un pays, eh bien ça nous permet d'en parler mieux encore. Ensuite,
en tant que maîtresse de conférence, alors que la féminisation du titre ne vous choque pas, c'est la vague actuelle, heureuse d'ailleurs, je le souligne, tant le féminin a souvent été perdu et oublié ou écrasé. Bon, choisissez le mot qui vous convient, peu importe. Donc en tant que maîtresse de conférence en sciences politiques, actuellement à l'université de Bourgogne et à Sciences Po Paris, elle est également politiste, elle est donc suffisamment éclairée sur le sujet pour nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans ces pays de l'Est. Et enfin, vous l'avez vu lorsque vous êtes entré tout à l'heure, bienvenue, elle est notamment l'autrice d'un ouvrage, le voici, très simple, mais très clair, qui nous permet de saisir la complexité de ce qu'est l'Ukraine par son histoire tourmentée. Donc, vous l'avez vu, l'Ukraine, de l'indépendance à la guerre. C'est pas réécriture, comment tu dis? Une nouvelle édition, revue et augmentée, parce que l'ouvrage est paru en 2021, quelques mois avant l'invasion. Voilà. Et donc... Et j'ai refait une nouvelle édition qui est sortie en février, là. C'est l'édition de février. 2023, donc c'est vraiment tout frais, j'allais dire. Alors, non seulement vous prendrez intérêt à réviser les connaissances qui vous être apportées ce soir, mais en plus, ça va vous permettre aussi de faire honneur, en quelque sorte, à notre invité. Il ne vous en coûtera que 22,95 € si vous faites un chèque. Vous arrondirez à 23 naturellement pour éviter. Donc ne manquez pas de me prendre ce livre qui sera non pas une Bible pour vous, mais enfin vraiment un moyen de mieux pénétrer dans l'histoire de l'Ukraine, puisqu'on remonte jusqu'aux origines. Hein. Voilà. Je n'en dis pas davantage. Alors dernier mot, plus personnel cette fois. J'avais été impressionné vraiment par la clarté de sa pensée et la connaissance qu'Alexandra a de l'Ukraine. Quand je l'ai entendu pour la première fois sur BFM TV, c'était en novembre 2022, exactement. Et je me suis dit, voilà la femme qu'il nous faut à la Réunion. Pour une conférence. On n'est pas dans la séduction, hein, ça va de soi. Mais enfin, je ne regrette pas le choix que nous avons fait parce que hier fut une excellente soirée et ce soir, ça va être aussi merveilleux. Alors, juste une petite information complémentaire pour terminer cette présentation. Elle a passé aussi quelques mois dans le cadre d'un échange universitaire à Irkoutsk. Vous voyez où ça se situe, ça? Là-bas, dans la Sibérie profonde. Toute la glagla, pourrait-on dire. Voilà. Et donc, c'est la connaissance à la fois du monde ukrainien, biélorusse, polonais, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi une petite touche de russe pour compléter le tableau. Et puis disons, Irkoutsk, je l'ai vérifié dernièrement, on appelle ça le petit Paris de la Sibérie, n'est-ce pas? C'est une manière aussi de... Voilà. Bon, Alexandra, allez, tu as la parole, et merci à vous, en tout cas, d'avoir été présent et présent. Donc bonsoir à tous. Je peux prendre un micro si vous préférez, sinon j'ai la voix qui porte, ça vous en êtes rendu compte pour ceux qui étaient là hier soir. Essayez de parler moins fort. Merci beaucoup donc d'être venu ce soir. Alors, il s'agit donc de la deuxième conférence, hier soir donc à Saint-Pierre. Alors justement, on l'a mis plus bas. Pour les gens qui sont... Vous voyez ou pas? Voilà, donc on le micro doit pas brancher là. Si, il est branché. Donc je parle plus fort? Ah, je peux parler très fort. Hein. C'est mieux, c'est mieux. Vous voyez? Oui. C'est bon là. Très bien, c'est important. Donc hier soir, j'ai fait une conférence qui était une sorte d'état des lieux. Enfin, je l'ai appelée comme ça, c'est-à-dire j'ai vraiment essayé de montrer ce qu'était l'occupation russe de l'Ukraine, la résistance ukrainienne, voilà, comment se déroulait cette occupation. Et puis je suis remontée un tout petit peu en arrière, à notamment la révolution de la dignité, ou encore dite révolution de Maïdan de 2014. Alors aujourd'hui et demain, je fais une conférence donc à Saint-Denis sur les enjeux géopolitiques. Donc là, on va voir l'Ukraine plutôt en Europe, donc dans l'Union européenne, sa relation avec l'OTAN, et puis
une des questions aussi qu'on se pose souvent, est-ce que l'Ukraine est le théâtre d'une nouvelle guerre froide? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire plutôt une présentation historique. Je vais remonter très très loin dans le temps, puisque l'histoire est aujourd'hui un enjeu controversé, et pas plus tard qu'hier, on voyait une vidéo diffusée par le Kremlin avec Vladimir Poutine qui était en présence d'un historien qui lui montrait comment l'Ukraine était déjà russe au XVIIe siècle. Et donc il y a vraiment toute cette perspective historique chez Poutine pour dire de toute façon l'Ukraine n'a jamais existé, elle a plutôt été chez nous, proche de nous, et donc pourquoi existerait-elle encore? Cet argument historique, il l'a d'ailleurs développé quelques mois avant l'invasion, en juillet 2021, en publiant sur le site du Kremlin un essai signé de sa part, sans doute avec l'aide de certains historiens ou experts, et qui nous disait en gros que les Russes et les Ukrainiens formaient un seul peuple. C'était déjà le point de départ de cette idée d'invasion. Alors je vais vous parler de l'histoire, et puis je vais vous parler de la mémoire, des questions mémorielles, pour voir comment les Ukrainiens, eux, voient cette histoire. C'est-à-dire que cette guerre, elle entraîne en Ukraine de nombreuses discussions qui avaient déjà commencé en 2014, nombreuses discussions sur quelle est notre histoire, comment on doit gérer notre histoire, comment on doit gérer la mémoire dans notre espace public. Et je vous montrerai notamment des photos de Kiev où je suis allée donc en novembre dernier, et où il y a des expositions en plein air, etc., pour vous montrer comment aujourd'hui les Ukrainiens se saisissent de cette histoire. Alors les quelques diapositives, les premières en tous les cas, je vais faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là hier sur l'occupation. Donc là on a une carte de l'Ukraine qui nous permet de voir que c'est un des grands pays européens, voilà, qui est moins peuplé que la France, mais d'environ 40 millions d'habitants, avec quand même c'est un nombre important aujourd'hui qui vit en dehors des frontières. Quelques mots sur là où on en est aujourd'hui, cette occupation dont j'ai parlé hier, avec donc 4 régions occupées et la Crimée. 4 régions inégalement occupées. Aujourd'hui, on considère que la Russie occupe à peu près, ça varie en fonction de ce qui se passe à Bakhmout et autour, à peu près 17% du territoire ukrainien, y compris la Crimée, 17% occupés. Et occupation inégale, cette région qui est le point de localisation, voilà le nom de Bakhmout, cette région, la région de Donetsk, qui est la moins occupée quelque part, puisque c'est un peu plus de 50% uniquement qui est occupée, là on le voit en blanc, la région aussi, le nord de la région de Zaporijjia, et puis ces points jaunes, qui sont les 2 contre-offensives que l'on a observées depuis le début du conflit. La première dans la région ici qu'on voit de Kharkiv, qui est d'ailleurs la capitale de l'Ukraine dans les années 30, vous la voyez tout près, tout près de la frontière avec la Russie, quelques dizaines de kilomètres, la 2e plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv. Et là, cette contre-offensive, septembre 2022, et celle-ci en novembre 2022. Alors ce combat, hier j'ai essayé d'expliquer comment l'Ukraine était passée d'une guerre limitée, 2014-2022, une guerre, un conflit, limité à une partie du territoire, et puis aussi avec une mobilisation partielle de la société, à ce que j'appelle, notamment en utilisant les travaux des personnes qui travaillent sur la guerre totale, les Ukrainiens. Alors, les Ukrainiens, eux, n'utilisent pas ce terme de guerre totale, c'est plutôt un terme analytique. D'ailleurs, il y a parfois des termes comme ça qui peuvent être analytiques et utilisés dans le langage courant. Récemment, une collègue me disait, pour nous, en fait, c'est la grande guerre. C'est notre grande guerre, en quelque sorte, et vous allez comprendre pourquoi. Et je vais vous montrer, en fait, aujourd'hui, en quoi cette guerre, pour les Ukrainiens, est une guerre d'indépendance et donc une guerre coloniale. C'est comme ça qu'elle est perçue.
Et on va voir pourquoi. Déjà, des petites choses qui circulent sur les réseaux sociaux depuis le début de l'invasion. Vous voyez ici le soldat ukrainien de 2022. Et vous voyez ici les Ukrainiens, Ukrainцы, c'est écrit en ukrainien, Zavjdi borotимся за свободу. Les Ukrainiens ont toujours combattu pour la liberté. Ça aussi, ça fait partie du langage, cette guerre d'indépendance, c'est-à-dire cette guerre pour l'indépendance du peuple ukrainien, selon les Ukrainiens, n'est pas qu'une guerre, j'allais dire, patriotique, un terme qu'ils utilisent aussi, ou une guerre nationale, c'est une guerre pour la liberté d'un peuple à s'autodéterminer. Parce que les Russes, en faisant cette grande invasion, en lançant ce que Poutine a appelé l'opération spéciale, en lançant donc cette opération militaire, veulent en fait, in fine, détruire la possibilité pour les Ukrainiens de s'autodéterminer, c'est-à-dire d'avoir leur propre gouvernement, leur propre politique et leur propre, j'allais dire, politique étrangère. On veut aller vers l'Union européenne, on le souhaite et donc on le fait. Et c'est pour ça que vous voyez Zelensky, c'est assez important de le comprendre. Zelensky qui a fait plusieurs interventions dans des parlements, et notamment au Parlement européen, et en fait il explique, il dit, mais en fait nous là en ce moment la guerre que nous sommes en train de mener, c'est une guerre européenne pour lui, parce que c'est une guerre pour la liberté, la démocratie, etc., des valeurs européennes. C'est comme ça aussi qu'elles se représentent pour eux. Alors vous avez différentes périodes, ils auraient pu remonter plus loin. Les Ukrainiens considèrent, je vais vous montrer, que leur histoire est millénaire. Et ça c'est quelque chose, notamment, je vais y revenir, la fameuse Rousse de Kiev, qui est revendiquée et par les Russes et par les Ukrainiens comme faisant partie de leur propre histoire. Alors on a d'autres moments dans l'histoire en fait où l'Ukraine a combattu pour la liberté, pour sa propre liberté, pour son indépendance qui a toujours été éphémère. C'est ça l'histoire de l'Ukraine. L'histoire de l'Ukraine, c'est des autonomies partielles sur des territoires, ça dure quelques mois, quelques années. Et c'est pour ça qu'il parle de grande guerre, parce que depuis 1991, c'est le plus long moment d'indépendance de l'Ukraine. Donc on va revenir un petit peu sur ces dates. 1648, c'est notamment aussi la période cosaque, qui est extrêmement importante, qui est mobilisée dans l'imaginaire ukrainien déjà depuis 2014. Et plus proche de nous, 1918, c'est très important. Et c'est aussi pour ça que on voit, Zelensky faire un certain nombre de tournées en Europe ou dans le monde, parce que 1918, c'est l'indépendance ratée, c'est surtout l'indépendance qui n'est pas soutenue par les puissances occidentales, qui laisse l'Ukraine être absorbée ou partagée, parce qu'elle est principalement absorbée, mais on va le voir, par l'Union soviétique et un petit bout à la Pologne. Alors qu'il y avait une délégation, notamment à la conférence de la paix, une délégation ukrainienne qui demandait à ce que l'indépendance soit reconnue. Donc aujourd'hui, en quelque sorte, les Ukrainiens disent « Attendez, vous avez déjà fait le coup après la Première Guerre mondiale, là, voilà. » Et ça reste dans la mémoire, c'est très important. Donc l'Ukraine est indépendante depuis 1991, elle est issue donc de l'éclatement de l'URSS. Je reviendrai sur cette période soviétique, qu'on connaît mal, qui est fondamentale. Parce que cette Union soviétique, vous savez que c'est à dessein, De Gaulle se trompait à dessein, encore une fois consciemment, il ne parlait jamais d'Union soviétique, il parlait de Russie soviétique, qui est très révélateur. C'est-à-dire, dans notre imaginaire, l'URSS, c'est la Russie. Et puis, de toute façon, c'est l'URSS qui avait un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, et c'est la Russie qui l'a récupéré. Sauf que l'URSS, c'était 15 républiques. Et 15 républiques qui avaient une teneur nationale. Avant 1991, ici, vous montrez, on avait une république socialiste soviétique d'Ukraine, avec un parti communiste, avec des Ukrainiens, avec une académie des sciences, avec un théâtre, avec une union des écrivains, avec une union des artistes, etc. L'URSS, malgré elle, a entretenu la différence nationale. Et je vous expliquerai ce que ça a donné, du coup, au moment de l'éclatement. Et d'ailleurs, en 1991,
le 1er décembre 91, il y a un référendum en Ukraine sur l'indépendance. Êtes-vous d'accord pour? Oui ou non pour l'indépendance? Voilà le résultat, le 1er décembre 91. Alors on voit, hein, vous voyez la Crimée, le 57 ici c'est Sébastopol, le port de la mer Noire. En 91 on ne sait pas trop ce qui va devenir. Hein. Donc on voit que là, mais quand on voit l'Est, le Sud, on voit quand même qu'ici, à l'Est c'est 83, ici 97. Hein. Il y a des différences. 2021, c'est le 30e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Donc là, on est quelques mois avant l'invasion. L'Ukraine est déjà en guerre, hein, je rappelle, une guerre limitée, la guerre dans le Donbass. Elle est déjà en guerre. Il y a une parade militaire, comme habituellement, le jour de l'indépendance. Hein. Le jour de la déclaration d'indépendance de l'Ukraine, c'est le 24 août 1991, hein, au moment où se disloque l'URSS. Et ce 30e anniversaire était, j'allais dire, extrêmement important. Vous voyez la présence du drapeau, alors même qu'on n'est pas encore dans la guerre totale. En 2022, il n'y a pas eu de parade, il n'y a pas de manifestation publique autorisée selon la loi martiale. Et en fait, le long de cette grande avenue à Kiev, qui s'appelle l'avenue Khreshchatyk, cette année, l'année dernière, pardon, août 2022, il y avait des chars calcinés russes sur cette avenue, hein, et ça faisait office, si je puis dire, hein, de commémoration, ou du moins de montrer ce qu'était le combat pour l'indépendance. Le combat pour l'indépendance, ça n'est plus une parade pacifique, là nous sommes en guerre, et ce que l'on peut faire de mieux, hein, c'était ça le message, eh bien c'est de détruire des chars russes. Alors voilà la période, j'allais dire, qui nous est la plus proche. On va aller très très loin dans le temps. La fameuse Rousse de Kiev. Alors pourquoi j'utilise puis vous voyez, j'ai trouvé une carte, je ne suis pas forcément satisfaite, mais qui l'appelle l'État de Kiev. Alors là, c'est vraiment un abus de langage. La Rousse, c'est important parce que étymologiquement, hein, le mot rousse, en fait, vient du mot ross, qui est plutôt un mot scandinave. Hein. Et en fait, ce ne sont pas vraiment les Slaves qui ont créé la Rousse de Kiev, mais ce sont des Varegs venus donc de l'Europe du Nord et qui cherchent une route commerciale vers le sud. Donc la création de la Rousse de Kiev, même pas une création par les peuples slaves, hein, qui après vont s'en emparer. Et à ce moment-là, en fait, on considère que ce qu'on appelle la Rousse de Kiev, c'est une sorte, on va dire, d'empire avec plein de petites principautés. Hein. On voit d'ailleurs les points, hein, qui sont les capitales des principautés, avec Kiev, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, qui est, j'allais dire, la capitale principale. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au moment où naît cette Rousse de Kiev, Moscou n'est qu'un petit village. Moscou n'existe pas. Et il va y avoir plusieurs principautés, dont celle de Novgorod, hein, et c'est à partir de la principauté de Novgorod que l'on va avoir la naissance, si je puis dire, de la Russie. Et en français, pour essayer de distinguer la Rousse de Kiev de la Russie, un terme qui intervient très tardivement, pendant très longtemps, jusqu'au XVIIe, on parle de la Moscovie. La notion de Russie n'existe pas. Mais les Russes, avec la Russie, on va dire Rossiya, vont reprendre la Rousse de Kiev. Et pour distinguer ces deux termes, on va dire que la Rousse, on l'a traduit par exemple en français par la Ruthénie. Hein, souvent les écrits du 19e, par exemple, dans l'historiographie française, vont plutôt reprendre cette dénomination pour la distinguer notamment de la Russie. Alors, il y a notamment un historien allemand qui a beaucoup travaillé sur totalement l'Ukraine et totalement la Biélorussie. Par contre, les Russes, eux, font, et les Ukrainiens aussi d'ailleurs, les Russes font un lien, hein, et c'est pour cette raison que Kiev est considéré souvent, et quand vous regardez, c'est la citation que j'ai utilisée pour
dans mon ouvrage. Cette idée reçue dans mon ouvrage est illustrée par une citation, et j'ai pris une citation d'un tour opérateur, d'une agence de voyage, qui vous dit « Kiev est la ville est la mère des villes russes ». Or, c'est pas russe, si on retient le terme, c'est pas russe, c'est plutôt ruthène, c'est-à-dire de peuple, j'allais dire slave, mais à l'époque, les Russes ne sont ni plus nombreux, ni possédant réellement cet État. Et donc les Russes cherchent à faire un lien direct, et ce lien, en disant, bah nous, en fait, Kiev, c'était une ville russe, parce que c'est une ville aussi où il y a eu Kiev, la christianisation, en fait, de cet espace. Ils la revendiquent, et aujourd'hui, en fait, ils font un lien direct, et c'est pour ça qu'ils considèrent que c'est l'ancêtre de leur État, et non pas l'ancêtre de l'État ukrainien. Les Ukrainiens, eux, disent au contraire, bah Kiev, je suis désolée, voilà, Kiev est aujourd'hui en Ukraine, et donc Kiev s'installe, on va dire, comme la capitale progressivement de l'État ukrainien. Alors ces principautés vont être en conflit, et très rapidement, elles vont être menacées par la Horde d'Or, et donc par l'Empire mongol. Et donc cet État va disparaître donc, au XIIIe siècle. Kiev va être brûlée, la ville de Kiev. Et ensuite, on va dire que l'Ukraine rentre dans une période un peu différente, le territoire ukrainien, il rentre dans une période différente où, en fait, il va y avoir en quelque sorte des prétentions sur les terres ukrainiennes par la Pologne, par les Mongols, ensuite, à un moment donné, par les Russes. Alors, à ce moment-là, au XIVe siècle, une partie des territoires ukrainiens donc, se retrouve, on va dire, dans ce qu'on appelle le Grand-Duché de Lituanie, qui après va s'allier avec la Pologne. Le Grand-Duché de l'Italie va très loin parce qu'il remonte jusqu'à la Baltique. C'est là où on va retrouver la Biélorussie, les territoires biélorusses contemporains dans ce Grand-Duché de l'Italie, et puis aussi, bien évidemment, la Lituanie. Et va se développer sur ce territoire progressivement, donc, ce qu'on appelle donc les Cosaques. Alors, les Cosaques, il y en a en Russie, qu'on appelle les Cosaques du Don, donc ils sont plus à l'est, et en Ukraine, les Cosaques vont s'appeler les Cosaques Zaporog, et donc ici, vous le voyez, vous avez le Dniepr, d'accord ? Là, vous avez la région Zaporog-Zaporizhia, on en parle beaucoup par rapport à la centrale nucléaire qui est à peu près à quelques dizaines de kilomètres en dessous. Et Zaporog, ça veut dire rapide, les rapides du Dniepr. Et donc là, va se mettre en place, c'est pareil, le territoire. Là, on parle de l'État cosaque qui a eu une volonté de rassemblement, mais sinon, ce sont des forteresses qui sont autour des rapides. Et le cosaque, notamment, est on va dire un chevalier qui a aussi eu, on va dire, qui a commis un certain nombre de massacres qu'on préfère éluder. Le grand cosaque ukrainien qui a un certain nombre de statues en Ukraine, Bogdan Khmelnytsky, eh bien, c'est quelqu'un qui a commis un certain nombre de massacres avec ses Cosaques, notamment à l'égard de la communauté juive. Donc, si vous discutez avec des Juifs d'Ukraine, Khmelnytsky n'est absolument pas encensé. Et les Cosaques vont se retrouver avec l'idée de créer un État qui leur est propre, mais on va dire qu'ils sont menacés à la fois par la Pologne et par la Moscovie. Et en fait, il y a une date qui est extrêmement importante et qu'on va retrouver dans le calendrier ukrainien. Vous aviez tout à l'heure 1648. Vous avez une date qui est très importante, c'est 1654. 1654, c'est ce qu'on appelle le traité de Péreyaslav, qui est une ville qui se situe par ici. Et c'est un traité qui, pour les Ukrainiens,
les Cosaques, en fait, vont s'allier avec les Russes, en pensant que la Moscovie à l'époque, vont s'allier à la Moscovie, en pensant que la Moscovie va les protéger. Or, ce qui va se passer, c'est que la Moscovie va progressivement devenir donc un empire, va, elle, considérer au contraire que les Cosaques prêtent allégeance à la Moscovie, mais va plutôt essayer de les assimiler. Et en fait, à la fin du XVIIIe siècle, une des dernières forteresses, notamment la Sitch des Zaporogues, qui était la plus en vue, si je puis dire, eh bien, disparaît. Et l'autonomie cosaque, toute l'affaire du XVIIe, c'est la suppression progressive, en fait, de l'autonomie cosaque. Et c'est pour ça que dans l'imaginaire ukrainien, les Cosaques, ce sont à la fois, j'allais dire, ce sont des combattants, et ça représente, on va dire, la liberté, parce que justement, pendant des années, ils n'étaient soumis à personne. Et surtout, ils ont un mode de fonctionnement, les Cosaques, c'est qu'ils ont un mode de fonctionnement un peu autogestionnaire, c'est-à-dire que dans chaque forteresse, la population se réunissait en assemblée et prenait des décisions de manière collective. Alors les associations cosaques, elles ont progressivement disparu du paysage et elles renaissent au moment de l'indépendance. À partir de la début des années 90, on commence à avoir de nouvelles associations cosaques, et notamment au moment de la révolution de Maïdan en 2014, vous avez des Cosaques sur Maïdan, qui revendiquent cet héritage, avec notamment un personnage vous avez Taras Bouba, par exemple, qui est vraiment le personnage cosaque de Gogol, qui est un cosaque zaporogue, c'est pas un cosaque bidon, avec typiquement, ils ont le crâne rasé avec une mèche et puis une barde. Il y a eu tout un imaginaire, à la fois poétique, littéraire et aussi j'allais dire pictural du cosaque. Et si en ce moment, il n'y a pas beaucoup de touristes à Kiev, même s'il y a pas mal de personnalités politiques qui y viennent, mais dans les magasins de souvenirs de Kiev, qui sont ouverts, dans les magasins de souvenirs, vous pouvez trouver un certain nombre d'objets avec le symbole cosaque. Vous avez aussi des vodkas avec le symbole cosaque. C'est extrêmement important. La liberté. Et pour les Ukrainiens, c'est ce qui les distingue des Russes. Alors bien évidemment, après, il y a toute une approche très culturaliste et notamment renforcée par la guerre. Le fait de dire, voilà, nous sommes libres et nous l'avons toujours été, même si en fait on a fait une mauvaise alliance, on va dire, notamment en 1654. Les Russes sont restés dans le servage très longtemps, sont beaucoup plus soumis, etc. Voilà, c'est en tous les cas ce qu'ils peuvent dire. Alors progressivement, ce qui va se passer, c'est que l'Empire russe va se développer et les territoires ukrainiens. Alors vous voyez quand même qu'il y a une implantation aussi de l'Empire ottoman, ici le Khanat de Crimée, et que notamment, pourquoi, par exemple, Erdogan n'a jamais reconnu l'annexion de la Crimée, c'est que le peuple indigène, alors on pourrait remonter plus loin, mais les Tatars de Crimée, c'est vraiment le peuple indigène de Crimée. Et si on remonte encore plus loin, quand je vous ai parlé des Varegs, etc., en fait, ici, en Crimée, vous avez à la fois vous avez des Grecs, vous avez des Italiens. Il y a des Grecs, notamment quand les Russes ont récupéré la Crimée, ils ont déporté les Grecs de Crimée vers Mariupol, quand Mariupol a été industrialisé. Donc du côté de Mariupol, par là, par exemple, vous avez des communautés grecques. Et c'est une déportation de la Crimée vers là. Donc en fait, la Crimée était, dans tous les cas, différentes populations venues au cours du temps, très multi-ethniques. On va voir qu'à partir du moment où elle est récupérée par l'Empire russe, elle va être russifiée, en fait, volontairement. Donc on a un partage, vous voyez que là, en 1667, on parle du Tsarat donc de Russie, qui va devenir donc un empire, et ça va vraiment être une guerre, ici, on va dire, d'influence entre la Pologne et la Russie, avec des guerres, des partages de territoires, et de ces guerres, si je puis dire, l'Ukraine ne va jamais réussir vraiment à s'affirmer à cette époque. La grande différence,
entre ces deux territoires, c'est pas simplement une différence d'influence, je puis dire, hein, les Russes d'un côté, les Polonais de l'autre, c'est une différence aussi de gouvernance. Hein. Une différence de gouvernance, bon, ici, on le sait, hein, c'est plutôt la religion orthodoxe, ici, la religion catholique, donc il y a cette idée hein, d'influence religieuse, mais en termes de gouvernance, c'est pas tant cela que je veux évoquer, c'est le fait que, de ce côté-là, j'allais dire, l'ukrainité, la culture ukrainienne, a pu se développer davantage qu'à l'Est. Elle a été nettement moins opprimée, même si pour les Ukrainiens, les Polonais sont oppresseurs. C'est pour ça que c'est assez étrange ce qui se passe en ce moment avec ces têtes polonaises, et il y a beaucoup de conflits, je reviendrai, mémoriels entre les deux peuples. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui la Pologne respecte et défend l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il n'y a aucune prétention territoriale, il y a une prétention historique et mémorielle. On reviendra là-dessus sur un certain nombre de choses, les Ukrainiens qui ont massacré des Polonais, etc. Et il y a des choses qui coincent, c'est sûr. Mais face à la Russie, aujourd'hui, la Pologne est un avocat de l'Ukraine. C'est aujourd'hui le principal avocat pour dire l'Ukraine doit rentrer dans l'Union européenne, l'Ukraine doit rentrer dans l'OTAN. Pour les Polonais, voilà, et les pays baltes, j'allais dire encore plus. Il n'en reste pas moins qu'il fut un temps où les Polonais étaient considérés comme, c'était eux qui maîtrisaient hein, à la fois la gouvernance, mais aussi hein, c'était des paysans ukrainiens qui avaient des maîtres polonais, hein, et donc ils étaient sous la coupe des Polonais. Mais ici va se développer progressivement un mouvement national ukrainien. Il va se développer d'ailleurs sur tout le territoire, il pourra se développer plus longuement ici. Après alors on dit le partage de la Pologne, en fait il y en a eu plusieurs à cette période. Là véritablement donc une grande partie du territoire ukrainien va rentrer donc dans l'Empire russe. Cet espace-là est très important pour les Ukrainiens. Autour de la ville de Lviv, la Crimée, hein, extrêmement important, et puis ensuite notamment Odessa. Et à partir de ce moment-là, on va entrer dans une période, on va dire, de russification de ces territoires. Alors, il y a un terme aussi qui est utilisé et qui est souvent, on va dire, utilisé y compris dans la propagande russe depuis 2014, ce qu'on appelle Novorossiya, c'est la Nouvelle Russie. Hein, c'est-à-dire que quand la guerre a commencé en 2014, hein, elle a commencé donc dans l'Est ici, dans le Donbass, on a dit en fait, ce que veulent faire les Russes, c'est reconstituer la Nouvelle Russie. La Nouvelle Russie qu'ils évoquaient, c'est celle-ci. C'est celle que vous avez là, c'est-à-dire les territoires du sud de l'Empire russe, nouvellement conquis, et qui formaient, on va dire, alors là vous voyez il y a plusieurs entités, hein, voilà. Et vous voyez que la Crimée notamment, ça c'est la province de la Tauride, hein, qui coupait la Crimée, donc un découpage administratif très particulier, hein, mais avec une volonté de colonisation en quelque sorte, hein, et de développement aussi de cette région, de développement économique, et là vous avez eh bien notamment des richesses qui vont se développer après, un peu plus tard au 19e, mais des richesses, on va dire, minières, mais aussi, donc on en parlait justement hier, hein, de ces terres fertiles ukrainiennes, hein, ce qu'on appelle le tchernosium, hein, qui sont des terres extrêmement riches, et où poussent eh bien, notamment du blé et plein d'autres, j'allais dire, plein d'autres types de céréales. En Ukraine, au XIXe siècle, il va y avoir un mouvement de renaissance nationale qu'on a pu l'observer dans les différents pays européens. C'est-à-dire, on sait que voilà, au XIXe siècle, il y a des empires qui se disloquent en Europe, et il y a des peuples qui naissent, qui revendiquent, on va dire, une autonomie, puis une indépendance. Hein. L'Ukraine va aussi avoir son mouvement, j'allais dire, de renaissance nationale, et il ne va jamais pouvoir se réaliser dans le cadre de l'Empire russe. En 1865 notamment, hein, la langue ukrainienne est interdite de publication, hein, parce qu'on a vu qu'à ce moment-là, au XIXe siècle, il commence à y avoir des écrivains qui publient en langue ukrainienne. Un petit peu plus tard, ça arrivera des grammaires, une histoire de l'Ukraine.
mais on interdit à la fin du 19e, dans l'Empire russe, la publication en langue ukrainienne. Ce qui ne sera pas le cas en Galicie, côté polonais. Et c'est là que va se développer, j'allais dire, véritablement, eh bien, il va y avoir des sociétés culturelles qui vont être autorisées, hein, et c'est, on va dire, là que va pouvoir y avoir davantage de publications, puisque côté russe, ça ne marche pas. Alors après, c'est la fin de l'Empire russe, hein, progressivement. Au moment où il y a ces mouvements, d'ailleurs c'est assez lié, hein, les mouvements de renaissance nationale, au même moment, il y a le développement du marxisme, hein, et il y a une combinaison, quelque part, un petit peu des deux combats. Hein, c'est-à-dire une combinaison, donc, le marxisme est anti-impérial, hein, et donc il y a à la fois plus l'industrialisation, donc il va y avoir cette question, hein, des conditions de vie à améliorer, mais qui va aller de pair avec la reconnaissance des nations, justement. Et d'ailleurs, dans l'Empire russe, vous avez plein de mouvements nationaux marxistes, en quelque sorte, hein, cette époque qui pouvait aussi s'appeler sociodémocrate, comme le premier parti social-démocrate allemand, par exemple, hein, et c'est là où vous retrouvez, par exemple, un mouvement juif, le Bund, dans l'Empire russe. C'est-à-dire, les juifs ne demandent pas à cette époque nécessairement, j'allais dire, une autonomie, mais une reconnaissance de leur culture, en même temps de défendre l'idée d'un prolétariat, etc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les Ukrainiens, quelque part, dans l'Empire russe, vont se servir de cette revendication socialiste pour défendre leur combat national. Et ils ne sont pas les seuls. Et là, je ne vais pas revenir sur toute la manière dont les marxistes traitent la question nationale, mais Lénine, hein, Lénine va avoir une terminologie très particulière, justement, lui il va parler, il a évolué, hein, sur la question, mais c'est notamment quelqu'un qui va dire, eh bien, il faut lutter contre le grand chauvinisme russe. Donc Lénine va s'appuyer sur cette idée d'empire russe, donc le combat politique va s'allier avec ce combat national en disant, oui, les peuples ont raison de se soulever parce que l'Empire oppresse. Il oppresse à la fois socialement et nationalement. Et à cet égard, du coup, les bolcheviks vont pouvoir, on va dire, ramener à eux, hein, une partie du combat. Alors, qu'est-ce qui va se passer un peu plus tard? Donc, vous avez les révolutions en Russie, et puis vous avez la première guerre mondiale qui éclate. Alors, la période de la première guerre mondiale en Ukraine, d'abord, c'est à la fois la fin de l'Empire, c'est à la fois une guerre mondiale, et c'est en même temps une guerre civile. D'accord? C'est-à-dire que la guerre se termine en Ukraine en 1921. D'accord? Elle se termine en 1921 parce que vous allez avoir un combat sur le territoire ukrainien entre ce qu'on appelle les Blancs, ceux qui veulent préserver l'Empire, les Rouges mais qui sont divisés, c'est-à-dire que là j'ai parlé des bolcheviks, mais vous avez aussi les mencheviks, etc. C'est les bolcheviks qui vont gagner, mais il y a des courants socialistes très différents les uns des autres, notamment sur la question nationale. Ceux qui disent, non, il faut qu'on se rassemble tous, parce que c'est l'international communiste, donc il faut pas qu'on se divise. Hein, et voilà, il y a toute une réflexion autour de ça. Et puis vous avez aussi en Ukraine les Verts. Vous savez qui c'est, les Verts? Un personnage qui est beaucoup plus connu en France qu'en Ukraine. À chaque fois, assez régulièrement, on va parler, vous n'avez pas parlé de ça. Vous savez, en Ukraine, on n'en parle presque pas. Ils savent que ça a existé. Nestor Makhno. L'anarchisme ukrainien, paysan, anti-rouge, anti-blanc. La révolte paysanne ukrainienne. Nestor Makhno, il vient d'ailleurs qui est... Je crois qu'il c'est vraiment... Il vient d'une petite ville qui est tout près aujourd'hui de la ligne de front, dans la région de Zaporizhia d'ailleurs. Hein. Là, il y a une statue, voilà, Nestor... l'honneur de Nestor Makhno, sinon vous en avez quasiment pas en Ukraine. Hein. Beaucoup plus connu en France par le mouvement anarchiste, qui, alors là, le mouvement anarchiste en France connaît très bien Nestor Makhno, il y a une forme d'idéalisation du combat de Nestor Makhno. Donc
vous avez tout cela hein, qui fait la guerre civile, et puis il y a ce moment d'indépendance. Je vous parlais de 1918. Il y a une proclamation d'indépendance de l'Ukraine en 1918, et comme je le dis, cette indépendance va se dissoudre dans la guerre civile. C'est-à-dire qu'elle ne va pas réussir à perdurer face à ces forces en conflit. Hein. Et surtout, donc, s'il y a une proclamation d'indépendance autour de Kiev, à Kharkiv, les bolcheviks vont créer une république ukrainienne soviétique. Alors vous voyez, Lénine avait dit empêcher le grand chauvinisme russe, mais ils ne veulent pas que les Ukrainiens leur échappent. Ils veulent qu'ils restent dans le rang. Et cette carte, c'est celle qui a été proposée au moment de la conférence de la paix, du traité de Versailles, République ukrainienne, que les Ukrainiens, politiques, historiens, sont venus défendre. Ils ont essayé de défendre le fait qu'ils avaient un territoire. Voilà. Et que ce territoire était ukrainien. Vous avez Sylvie, vous avez Kiev. Vous avez, très intéressant, c'est ce que faisait remarquer d'ailleurs aujourd'hui un journaliste dont on parle dans les médias, de cette fameuse incursion à Belgorod d'un bataillon russe pro-ukrainien. C'est vrai, bizarre, mais il y en a un. Ici, vous avez la ville de Belgorod, et là, c'est une région autour de Kharkiv qui est peuplée d'Ukrainiens à l'origine. Donc les Ukrainiens revendiquent cette région, qu'ils n'ont pas revendiquée après 91, pas de prétention territoriale. Donc le territoire n'est pas tout à fait le même que celui d'aujourd'hui, mais face au communisme qui se met en place, côté, j'allais dire, Europe occidentale, on mise sur la Pologne et on oublie, en quelque sorte, l'Ukraine. Donc, un court moment d'indépendance, mais qui reste gravé, c'est-à-dire, pour les Ukrainiens, c'est le fait de dire, on a vécu comme ça plusieurs moments d'indépendance. Alors là, comme vous voyez, donc, ça ressemble à peu près à ce qu'on a vu dans l'Empire russe. Vous avez toujours cette région qui n'a jamais été ni dans l'Empire russe, ni en URSS avant 1941. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'on a tout un espace qui a pu être russifié, pas la Galicie. Ça intervient très tardivement, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Mais l'Ukraine est encore partagée. Tout à l'heure, je vous disais, République socialiste fédérative d'Ukraine, c'est très important. Pourquoi ? Parce que quand les communistes arrivent au pouvoir, les bolcheviks prennent le pouvoir et créent l'URSS, qu'est-ce qui va se passer dans les premières années, dans les années 20 ? Alors, aujourd'hui, on préfère, si je puis dire, ne pas parler. Toute la période communiste aujourd'hui est décriée en Ukraine. Mais dans les années 20, il y a cette période où on va au contraire valoriser la culture ukrainienne. Les bolcheviks disent, bah oui, vous êtes avec nous, c'est normal, on a le même combat à l'international, etc. Mais en raison de l'oppression exercée depuis longtemps par l'Empire russe, les bolcheviks, en quelque sorte, ont dit, bah non, nous, on va vous laisser développer votre culture nationale. Et par exemple, va naître en Ukraine, là c'est un exemple parmi d'autres, mais une maison d'édition, alors que la langue ukrainienne, je vous le dis, était interdite. Là, au contraire, vous avez une maison d'édition qui s'appelle Ukrainska Kniga, donc le livre ukrainien. Là, vous avez les initiales de la République socialiste soviétique d'Ukraine. Et là, c'est écrit Державне видавництво України, c'est-à-dire la maison d'édition étatique d'Ukraine. Ça veut dire quoi ? Et c'est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en Ukraine, dans les années 20, non seulement la culture ukrainienne est valorisée, vous allez avoir des périodiques en ukrainien, le théâtre ukrainien va être valorisé. Alors bien sûr, il faut qu'il soit au XVIe siècle, les Ukrainiens. Alors, qu'est-ce qui se passe en 91 ? En 91, il y a 3 églises orthodoxes ukrainiennes. Il y a une église orthodoxe en exil, puisque pendant la période soviétique, on ne peut pas exercer. Alors, il y avait une église orthodoxe officielle, mais vous savez que la plupart des églises sont devenues des musées, des archives, des cinémas, ont perdu leur rôle
d'églises. Hein. Donc il y a une église en exil. Il y a l'église du patriarcat de Moscou et une église qu'on va appeler du patriarcat de Kiev. D'accord ? L'idée, c'est de réunir d'abord celle en exil et le patriarcat de Kiev, d'accord ? Et pourquoi pas de créer une église orthodoxe ukrainienne. Bon, ah oui, mais sauf que les Russes ne veulent pas. La religion, elle joue pas un rôle de ce point de vue-là. Voilà, on en parle, il y a le patriarcat de Kiev, le patriarcat de Moscou. Le patriarcat de Moscou qui a la plus grande majorité des paroisses. Patriarcat de Kiev, très très petit. Et puis l'église en exil, on n'a pas quelques paroisses qui vont comme ça se mettre en place, mais voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien la Première Guerre, 2014. 2014, il y a cette annexion de la Crimée, plus la guerre dans le Donbass, et là, le président Porochenko va faire, alors que c'est vraiment pas... C'est assez intéressant de voir cette personnalité politique, c'est quelqu'un qui a beaucoup louvoyé politiquement, qui est absolument pas, comme Zelensky d'ailleurs, qui n'a absolument pas une tradition de militant nationaliste, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut se séparer du patriarcat de Moscou depuis longtemps, mais ils sont minoritaires, personne ne prend cette question à bras-le-corps. Porochenko, donc élu en 2014, juste après la Révolution, et au moment donc, du conflit dans le Donbass, lui va militer pour la création d'une église autocéphale ukrainienne. Et il va obtenir, en 2018, l'approbation de Constantinople. Et alors là, les Russes sont bien évidemment furieux. Je ne l'ai pas là, la Lore, il y a un très très beau monastère du patriarcat de Moscou, je suis en train de la chercher, elle est cachée derrière mes différentes images, c'est quoi? Ouais, ça c'est la Lore, tiens. Vous avez le monument là, vous avez dans les hauteurs du Dniepr, le monument à la famine, un peu plus loin ce qu'on appelle la Laure des Grottes, qui est un monastère orthodoxe très ancien, et cette grande statue qu'on appelle la Mère Patrie et qui sur le bouclier a la faucille et le marteau, qui va sans doute... on ne sait pas quoi faire. Depuis 2022, là, il y avait la décommunisation, ça devient compliqué, mais elle est en train d'être nationalisée. C'est-à-dire aujourd'hui, elle représente justement cette femme qui combat la Russie, et ça tombe bien parce qu'il y a des femmes dans l'armée ukrainienne. Je reviens à ma religion. La Laure des Grottes, elle appartient au patriarcat de Moscou. C'est peut-être ça que vous avez vu très récemment, puisque les Ukrainiens ont récupéré la Laure des Grottes, qui est d'ailleurs, et ont surtout arrêté, mis en résidence surveillée, le dirigeant de la Laure des Grottes, qui est sous l'autorité du patriarcat de Moscou. Alors lui, il n'a pas vraiment fait il n'a pas eu de discours, j'allais dire, forcément pro-russe, hein, comme alors, le patriarche Kirill à Moscou, n'en parlons pas, et puis j'ai une collègue, Cathy Rousselet, qui connaît très bien ces questions, qui en parlerait beaucoup mieux que moi. Il n'en reste pas moins que depuis 2018, il y a une église autocéphale ukrainienne. Et que depuis, alors, église installée, reconnue, oui, c'est pas pour ça que ceux du patriarcat de Moscou changent de paroisse dès le lendemain, etc. Sauf que là, avec la guerre 2022, vous aviez déjà un mouvement, alors là, il s'est accentué. C'est-à-dire que ceux qui étaient du côté des paroisses du patriarcat de Moscou sont en train de changer de paroisse en raison de la guerre. Donc c'est vraiment la guerre qui va provoquer cette scission, on va dire, de se dire, surtout que en 2014, pas à la Laure des Grottes, quand je suis allée dans le Donbass, il y a beaucoup d'églises orthodoxes qui ont même servi presque de refuge, des fois, aux séparatistes et aux forces pro-russes. Donc c'est considéré en Ukraine comme un levier d'influence utilisé par la Russie elle-même pour propager, j'allais dire, ou soutenir les mouvements pro-russes. Et c'est considéré aujourd'hui, la Laure, en fait, pourquoi ils l'ont récupéré, et les instances, j'allais dire, les dignitaires religieux, sont considérés comme portant atteinte à la sécurité nationale, dans le cadre de la guerre totale aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé de
répondre, c'est un peu long parce que c'est compliqué comme beaucoup de choses sur l'Ukraine. Deuxième question. Alors, est-ce que c'est demain que vous nous parlez de l'OTAN et de la Ouais, guerre? ah ouais. Oui. Voilà. Oui, je préfère garder ça. Demain, j'en parle. Ah mince, faut que je non, à C'est Saint-Denis demain. Si vous venez à Saint-Pierre, on sera à l'opposé. On peut faire une. Je voulais vous poser la question. Il va vous le dire. C'est à la faculté de droit demain. Oui, amphithéâtre cadet. D'accord. On va le oui. dire. Bonsoir. Alors, moi j'aurais deux questions. Quelle est la religion de Vladimir Poutine? Sa religion. Ouais, Et puis, que devient Alexei Navalny, l'opposant? Alors, Poutine, il est orthodoxe. Il a besoin. Il est proche du patriarche Kirill, ou le patriarche Kirill de l'Église orthodoxe russe est proche de lui aussi. Il se rend régulièrement à l'église, etc. Il fait le job. Après, je ne suis pas à la place de Poutine, je ne peux pas vous donner son niveau de croyance. Je n'ai pas discuté personnellement avec lui sur ces questions. Oui, la tendance KGB, oui. Les KGBistes n'étaient pas forcément particulièrement connus pour leur zèle religieux. Bref. Navalny, c'est très inquiétant. Navalny, il est en colonie pénitentiaire. Là, j'ai pas suivi. Moi, je suis vraiment sur le terrain ukrainien, donc déjà, j'ai beaucoup à faire. Non, ce que l'on observe, si vous voulez, alors Navalny, c'est une chose. Ce qu'on observe en Russie aujourd'hui, c'est justement, c'est pas les Navalny ou les Karamurza par exemple, qui est un opposant qui vient d'être condamné à 25 ans, colonie pénitentiaire. Ces gens-là sont connus et on en parle. C'est tous ceux qui ne sont pas connus et qui sont arrêtés dans les petites villes de province. Et là, je lisais récemment notamment un article sur cette question, c'est-à-dire notamment, vous savez qu'il y a une association qui a été... vous savez que le prix Nobel a été décerné à deux associations et une personnalité. Hein. Enfin, en gros, 3 associations d'ailleurs. Mémorial, cette association qui date de 1989 et qui travaillait sur les crimes de la période stalinienne, justement, qui a été liquidée juste avant la guerre, l'invasion à grande échelle. Vous aviez aussi une association ukrainienne et une association biélorusse avec Ales Bieletsky qui est en prison d'ailleurs. Et donc, par exemple, je lisais que Mémorial a été liquidé, voilà, on a beaucoup parlé d'échecs. Là, en ce moment, en fait, ils sont en train d'aller chercher les adhérents de cette association dans les villes de province, en fait. Et ces gens-là, souvent, on ne les connaît pas, et donc ils n'ont pas... on n'en parle pas autant qu'on parle de Navalny. Mais ouais, Navalny, je ne pourrais pas vous dire, je ne sais pas là où on en est sur ces conditions de détention, mais de toute façon, la colonie pénitentiaire et la prison en Russie, c'est vraiment des conditions extrêmement, extrêmement rudes. Et d'ailleurs, je pense qu'une partie des prisonniers russes qui sont dans les prisons ukrainiennes aujourd'hui, pour certains, qu'en tous les cas, les reportages qu'on voit qui sont nourris, etc., je pense qu'ils peuvent voir la différence qu'il y a avec les prisons russes qui sont... ouais. De toute façon, et puis tout est fait pour, j'allais dire, martyriser un peu ces personnalités politiques. Donc il y a une répression. On est vraiment aujourd'hui entre l'autoritarisme et le totalitarisme en Russie. C'est devenu... vous savez que vous ne pouvez pas... voilà, pour vous donner un exemple que je connais mieux, qui est par rapport à la guerre, quand il y a des bombardements en Ukraine, des bombardements russes, notamment il y a eu un bombardement, je ne sais plus, il y a quelques mois à Dnipro, où il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui sont mortes, dont des enfants. Là, vous avez à Moscou notamment un monument à l'honneur d'une poétesse ukrainienne, tiens, que Catherine Deneuve a cité en ouverture du Festival de Cannes. Catherine Deneuve en ouverture du Festival de Cannes, là, il y a quelques jours, a donc prononcé un poème de Lesa Ukrainka. Ça ne manque pas hein, comme nom, et comme prénom et nom. Lesa Ukrainka, c'est une poétesse ukrainienne, et il y a un monument qui lui est dédié à Moscou. Eh bien, il y a des Russes
qui sont allés près de ce monument pour déposer des peluches, des bougies. Et ben, ce monument, il y a la police qui est juste à côté. Et Benoît Wittkin, qui est correspondant du Monde à Moscou, a fait un article assez intéressant. Et voilà, bah, vous veniez, vous pouviez déposer une bougie, et puis vous pouviez vous retourner, et puis là, les flics vous embarquent, quoi. C'était qui tout double, hein. Ces gens-là sont extrêmement courageux, parce qu'on vient, on dépose, c'est un monument public, vous êtes arrêtés. Après, je pense que voilà, ne prennent pas, ça doit être quelques jours de détention, une amende, des choses comme ça, hein, mais voilà, il y a quand même, c'est pour montrer le niveau de terreur qui existe et le fait que publiquement, vous ne pouvez pas exprimer votre opinion. En tout cas. Oui, moi j'ai vraiment été passionné par l'histoire de ce pays par rapport, je veux dire, à tout ce qu'il a pu subir, quoi. Donc par rapport à ce qu'on avait dans cet exposé. Et je me disais qu'on connaît un peu la force économique de l'Ukraine aujourd'hui. Et je voulais savoir s'il y avait eu un travail après 91 sur une reconstitution culturelle par une politique culturelle forte qui fait qu'aujourd'hui la résistance elle est liée aussi à ça. C'est ce peuple qui veut s'en sortir pour défendre sa culture. Est-ce qu'il y a eu vraiment un effort particulier depuis 91 ? Ça, c'est une bonne question. Je cherche un mural, tiens. Tiens, je vais mettre ça. Tiens. Alors, ça, c'est une bonne question parce que... Alors, c'est pas un domaine... Enfin, comment dire, j'ai pas travaillé là-dessus spécifiquement. Par contre, par rapport à tout ce que j'ai vu, donc moi, je vais en Ukraine depuis 96, hein. Si je prends par exemple, je vous donne juste un exemple qui me frappe, c'est ce qui se fait en France par exemple. À Paris, l'ambassade d'Ukraine, très très peu de manifestations dans les années 90, 2000, 2014, commence à avoir beaucoup. Et là, toutes les semaines, le centre culturel de l'ambassade d'Ukraine à Paris organise quelque chose. Et il y a un fonds qui s'est créé aujourd'hui pour propager la culture ukrainienne. J'ai l'impression qu'en fait, alors, est-ce que c'est à destination? Donc ça, c'est l'idée de dire, c'est comme si l'invasion avait fait rejaillir, il faut qu'on ait une politique culturelle, en tous les cas à l'étranger. Ça, alors là, j'ai jamais vu ça. Autant de manifestations. Je suis là, j'ai musique, film, tout quoi. Et un fonds, il y a un fonds voilà, où on dépose son projet et on peut être financé par ce fonds culturel ukrainien et là, ça se développe, quoi. Après, je dirais qu'en Ukraine, les Ukrainiens n'attendent pas que l'État agisse. C'est-à-dire qu'on a vu, il y a une société civile en Ukraine et justement, on a vu la révolution orange, la révolution de Maïdan, les Ukrainiens ils disent non, attends, l'État, si on les attend, on va rien faire. Donc, on prend en main les choses. Et donc là, il y a des initiatives culturelles, voilà, que j'ai pu voir se développer par la société civile, en fait. Et je ne dirais pas que l'État a vraiment soutenu, elle a soutenu ponctuellement. Hein. Mais là, je crois que depuis 2014, et encore plus 2022, c'est nettement plus important. Je pense que, j'allais dire, les citoyens ont plus fait pour la culture que les autorités politiques, jusqu'à présent. Voilà. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir comment les Ukrainiens ont développé. Par exemple, le street art est devenu très développé j'allais dire, en Ukraine. Il y a voilà, vraiment tout un développement. Et les révolutions ont aidé. C'est-à-dire que les révolutions étaient des moteurs, j'allais dire, de développement culturel. Et voilà, on s'est même servi de la guerre. J'en parlais hier, hein, des keyboards. On se sert de la guerre aussi, en quelque sorte, pour produire de la culture. Alors ça, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle vyshyvanka, c'est chemises, hein, de la broderie vyshyvanka. Et il y a un jour de la broderie en Ukraine qui était, je ne sais plus, je ne l'ai pas marqué en plus, mais c'était vraiment très récent. Attendez. J'ai une collègue qui était en Ukraine au même moment, et je pourrais la retrouver là dans mon téléphone, c'était la semaine dernière, je lui ai dit. Voilà.
Alors ça, c'est une photo que j'ai prise moi, je sais plus, à Kiev en 2000, c'était avant l'invasion, je dirais 2018 ou 2019. Je me suis retrouvée le jour Vysheva-K. Donc tout le monde porte cette chemise, hein, à sa façon, chemise, robe, etc. Et c'est vraiment de la broderie ukrainienne. Il y en a, c'est très développé, il y en a par région. Hein. Et le président ukrainien d'ailleurs a porté, parce que le jour de Vysheva-K, je crois que c'est 18 mai, c'est aussi le jour de commémoration de la déportation des Tatars de Crimée, sur lesquels je suis parvenue. Tatars de Crimée déportés collectivement en 1944 et qui ont été 180 000 Tatars de Crimée déportés en Extrême-Orient russe. Ils ont rejoint le Birobidjan, enfin plus bas, ils sont allés en Ouzbékistan surtout, hein, les Tatars. Et ils n'ont pas pu revenir dans les années 50. Certains peuples déportés ont pu revenir après la mort de Staline. Les Tatars de Crimée, ils ont pu revenir quand dans les années 90. Et Zelensky portait une chemise avec une broderie qui justement représente l'amitié ukraino-tatar. Et bien là, il paraît que cette année, voilà, tout le monde avait sa chemise Vysheva-K. C'est-à-dire que voilà, il y a quelques amateurs en général. Là, c'est vraiment, voilà, on affiche notre ukrainité. C'est comme, je parlais hier hein, du bracelet jaune et bleu que tout le monde a au poignet. Bon, bah, voilà, on a un petit chose jaune et bleu. Bah, là, le 18 mai, c'était vraiment montrer, voilà, on existe, on a notre broderie, etc. Alors, c'est voilà, toute la différence. Est-ce que c'est du folklore, est-ce que c'est de la culture? Mais il y a vraiment une tradition hein, de la broderie en Ukraine très importante. Donc, je voulais juste mentionner ça. Mais voilà, on voit se développer quand même un cinéma ukrainien, on voit se développer voilà, une... Il y a aussi les oligarques qui ont financé aussi, je ne voudrais peut-être pas les oublier. Les oligarques ukrainiens, Pinchuk par exemple, il a a une fondation à Kiev où il a financé tout un bâtiment où il y a souvent des expositions d'art contemporain. Les oligarques ont financé par exemple tout ce qui est... alors là avec l'État, mais les oligarques ont mis quand même beaucoup d'argent, notamment pour l'exposition universelle à Venise. Vous voyez, vous avez des choses comme ça. Donc il y a... Voilà. Je voulais juste une remarque par rapport à la langue, parce que vous aviez parlé tout à l'heure de russification de la langue. Est-ce qu'il y a eu un retour sur... Alors là, en fait, c'est pareil. Hein. Encore une fois, la menace russe, elle a favorisé l'ukrainisation en quelque sorte. C'est-à-dire, dès 2014, on a des gens qui passent du russe à l'ukrainien. Ça se fait progressivement. Et puis là, 2022, je me suis retrouvée avec des gens qui disaient « je ne parlerai plus russe ». Zelensky, entre autres. Alors Zelensky, je le disais hier, Zelensky, il a appris l'ukrainien pendant sa campagne électorale. Donc lui, en 2018, il se met à l'ukrainien. Et maintenant, alors, je ne sais pas comment il parle. Moi, je pense qu'il est passé à l'ukrainien en famille, ce qui n'est pas... Je ne sais pas quand est-ce qu'il l'a fait, mais il est d'une famille russophone. Et publiquement, il ne parle qu'ukrainien aujourd'hui. Publiquement, Zelensky ne parle qu'ukrainien. Mais vous avez d'autres, comme je parlais hier de Yulia Tymoshenko, là, cette première ministre à la retraite, elle est originaire de Dnipropetrovsk, qui est une région russophone, elle est russophone, elle passe à l'ukrainien début des années 2000 par exemple. Hein. Donc ça, le passage des personnalités politiques, c'est une chose, mais dans la population, vous avez voilà, une espèce de promotion de la langue ukrainienne par l'État, j'allais dire à peu près continue, et qui a été aussi poussée par la guerre. C'est-à-dire des lois qui font qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous entrez dans un magasin, on doit vous parler en ukrainien en premier. On parle ukrainien, voilà, vous devez parler ukrainien, vous engagez la conversation en ukrainien, par exemple. Une chose qu'on ne sait pas, que j'essaye d'imager ça parce que c'est vraiment une question très complexe, il faut savoir que les Russes ont une conception des Ukrainiens comme étant un peuple de seconde zone. C'est-à-dire que, et je vais le dire de manière un peu vulgaire et brutale, mais c'est ça qu'a Poutine dans la tête. Ces Ukrainiens sont des ploucs. Ils parlent une langue, c'est un dialecte de paysans, ce sont des paysans pas cultivés, on va pas comparer les écrivains ukrainiens à Tolstoï, Pouchkine, etc. Il y a vraiment, je crois que j'en ai parlé hier, hein, dans l'Empire russe, on disait les grands Russes et les petits Russes. D'accord. Et ça a perduré, quand bien même j'ai parlé des années 20, il y avait toujours les Russes sont au-dessus. Les Russes dominent.
On le voit hein, chez Poutine, il y a vraiment cette obsession de dire mais c'est quand même passé, ces paysans, ils vont quand même pas me résister, c'est pas possible quoi. Et quand on parlait ukrainien, j'ai des collègues qui travaillent sur la politique linguistique en Ukraine, quand on parlait ukrainien, dans la période soviétique, ça pouvait même continuer après, dans les années 90, il y a quelqu'un qui pouvait vous dire parle de manière civilisée. D'accord ? Donc, la langue ukrainienne, voilà ce qu'elle... Alors, il y a ça, parle de manière civilisée, ou alors sinon c'est associé à la collaboration. Si tu parles ukrainien, c'est que tu es un facho. Donc vous voyez, ça c'est les deux stéréotypes. Et c'est ceux qui marchent en Russie parce qu'ils étaient présents en URSS. Les paysans, arriérés, peu civilisés, tu n'atteindras jamais la grande culture que nous on a faite. Et sinon, t'es facho. Et donc, si vous voulez, il y a vraiment ce... Et quand je suis allée... c'est assez intéressant parce que je parle beaucoup de ça avec un collègue qui est vraiment favorable à l'approbation de la langue ukrainienne. Et il me dit, Alexandra, si on ne fait pas de loi, les gens vont pas oser parler ukrainien. Parce qu'on va pouvoir se moquer d'eux. Et quand je suis allée dans le Donbass en 2021, il y avait cette loi des services. Et dans le Donbass, c'est une région vraiment russophone. Bon, je vais dans une ville où j'ai l'habitude d'aller. Et donc, j'arrive, je vais au supermarché du coin. Et là, je vois les caissières qui parlent en ukrainien. J'étais là, c'est dingue ça. Tout le monde parle russe, personne ne dira ah, elle parle pas comme le dit la loi. Ah ben non, on leur avait dit, elles suivent la loi, elles parlent ukrainien et personne ne dit rien. Et quand j'en ai parlé à un collègue ukrainien, je lui ai dit, tu te rends compte? Il me dit, bah oui, c'est la loi. Donc, si quelqu'un leur dit, elles diront, bah ouais, mais moi, voilà, faut que je parle ukrainien. C'est comme si elles étaient légitimées. Et je vais vous donner une autre anecdote sur la langue très intéressante. Quand je suis allée à Lviv, donc région très ukrainophone, au mois d'avril, j'ai pris en photo cette pancarte. Au mois d'avril, il y avait beaucoup de déplacés internes, donc les Ukrainiens de l'Est, russophones, qui se retrouvaient à l'Est, ukrainophones. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les ukrainophones et les russophones en Ukraine se comprennent. Pourquoi? Parce que vous êtes russophone, mais vous avez une grand-mère qui vous a parlé ukrainien, votre enfant est allé à l'école ukrainienne, vous avez écouté la télévision ukrainienne, vous connaissez l'ukrainien. Donc, moi ça m'arrive, moi je suis russophone, hein, j'ai appris le russe. Je parle russe, mes copains me parlent ukrainien, et j'ai des conversations comme ça. Voilà, c'est possible. Et c'est possible entre un russophone et un ukrainophone, ça arrive. Si un ukrainophone ne veut pas passer au russe, eh bien il reste comme ça. Et le russophone le comprendra parce qu'il l'a entendu. Le russophone d'Ukraine, pas celui de Sibérie. Lui, il n'a pas entendu, sauf si c'est des déportés ukrainiens. Eux, ils comprendront. Bon. Et là, je me suis retrouvée à Lviv avec une pancarte donc, à l'entrée d'un bureau qui accueillait les réfugiés. Et là, c'était écrit en ukrainien. Il disait les russophones, c'est comme ça, les russophones, lorsque vous parlez ukrainien, vous n'êtes pas drôle, vous êtes formidable. Ça vous montre, c'est-à-dire, on sait qu'on peut se moquer de vous, nous ne le ferons pas, parce que vous faites cet effort et on trouve ça super. Ouais, ça, je trouve ça, voilà, cette pancarte, j'ai vu ça, voilà le rapport, et ceux de l'Est, c'est ça aussi qu'on m'explique en Ukraine, la guerre, malheureusement, elle entraîne aussi une multiculturalité qui n'existait pas avant. Plein de gens de l'Est, là, sont forcés d'aller à l'Ouest, et ils se rendent compte que les ukrainophones ne vont pas les taper parce qu'ils parlent russe, vous voyez. C'est-à-dire que tout cet imaginaire qui a été développé dans la période soviétique, mais les ukrainophones sont anti-russophones, pardon, non. Là, et dans l'armée ukrainienne, je vous ai montré hier, hein, elle était dans l'Est de l'Ukraine, beaucoup de russophones dans l'armée ukrainienne. Un vrai mélange linguistique aujourd'hui. Vous avez les officiers qui parlent ukrainien, et puis ceux qui viennent des régions russophones, qui ne l'ont pas appris et qui vont peut-être switcher, certains switchent, d'autres ne switchent pas, enfin bon voilà. Mais tout le monde combat pour, j'allais dire, l'indépendance. Moi, j'aurais voulu que vous nous parliez un petit peu de la partie sud frontalière avec la Moldavie et la Russie. Ouais. Quelles sont les relations et les positions, puisqu'il y a quand même pas mal
d'influence russe en Moldavie, et visiblement, c'est un problème aussi. Ouais. Donc, voilà. Alors, ça, je pense que je vais le faire, hein, mais je pense que j'en parlerai demain aussi. Comment la Russie cherche à dominer ce qu'elle appelle son étranger proche par des moyens de pression différents, par de l'influence aussi, hein. Le politique, l'économique et le militaire. Donc elle fait du politique et de l'économique, et quand ça marche pas, elle fait du militaire. C'est ce qui s'est passé pour l'Ukraine. Tu veux pas rentrer dans notre giron, je vais te montrer qui est le boss. En gros, hein, bien sûr, je schématise, mais c'est vraiment ça. D'abord, je vais me récupérer un bout de territoire, parce que quand même, c'est bien d'avoir la Crimée. Hein. Et puis, je vais créer deux États séparatistes, là, dans l'Est, hein, qui vont t'empêcher de contrôler le territoire et qui vont te poser des problèmes pendant très longtemps. Ok. Ah bah tiens, c'est étrange, parce que ces territoires séparatistes qui existent en Ukraine depuis 2014, ils existent depuis le début des années 90. Ici, en Géorgie, ici, en Moldavie. Comme par hasard, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie sont trois États qui, en fonction des gouvernements, mais on va dire majoritairement depuis l'indépendance, ont des gouvernements qui veulent que leur pays adhère à l'Union européenne et à l'OTAN. Ah, ça ne va pas du tout dans les plans du Kremlin. Donc c'est eux qui sont visés, on va dire, en premier. Alors la Moldavie, j'ai un peu travaillé dessus dans les années, notamment dans les années 2000, j'y suis allée en 2005, je suis aussi allée à Tiraspol, ici, en Transnistrie, donc cet état séparatiste, vous voyez, ce tout petit bout de territoire. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Il faut savoir que ces pays, comme faisant partie, l'objectif en URSS, c'était, en dehors de cette politique parfois criminelle, sinon répressive comme je l'ai montré, l'objectif c'était qu'aucun pays ne puisse être autosuffisant économiquement. Donc c'était de créer dans cet espace, malgré ce que j'ai expliqué comme respect des différences, encore une fois, hein, variables selon le temps, c'était de créer de l'interdépendance économique. Ok ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le vin géorgien, il s'exporte où ? Entre autres, en Russie, le plus gros marché du vin géorgien, c'est la Russie. Que fait la Russie pour faire pression sur la Géorgie ? On arrête l'importation du vin géorgien. D'accord ? Les légumes moldaves, pareil, etc. C'est-à-dire, on va faire de la pression économique. On a fait la guerre du gaz sur l'Ukraine, mais plein d'autres choses. Il y a plein de petites choses comme ça. La Russie, on n'en parle pas toujours, mais la Russie crée des barrières. Elle augmente les prix douaniers, elle arrête pour des questions sanitaires, c'est jamais politique. Mais derrière, c'est soumettre, c'est-à-dire, voyez ce qu'on peut faire, voyez comment on peut arrêter votre économie, vous voyez comment on peut vous mettre à genoux si jamais vous n'êtes pas dans ce rapport de domination que nous vous imposons. Alors après, il y a des forces politiques ou économiques qui sont proches dans ces pays, qui sont proches de la Russie, qui ont des intérêts en Russie. Il se trouve que, paradoxalement, j'ai l'impression qu'en Ukraine, mais c'est un pays que je connais mieux que les deux autres, largement, même je veux dire, je travaille vraiment sur ce pays-là, il y avait aussi des forces politiques russes, mais minoritaires. Minoritaires dans le sens où, après 2014, il était impossible qu'une force politique pro-russe puisse prendre le contrôle du pays au point de modifier la politique étrangère. Là, ce qui se passe en Géorgie ou en Moldavie, on le voit bien, c'est des moments, on va dire, de flottement sur un certain nombre de questions, avec la Russie qui, en sous-main, essaye, on va dire, de modifier la politique. Il n'en reste pas moins que Moldaves et Géorgiens, les deux gouvernements en place, ont demandé l'adhésion à l'Union européenne après l'invasion russe. La Moldavie a eu, comme l'Ukraine, une réponse positive, pas la Géorgie. D'accord ? Pour plusieurs raisons, à mon avis, qui sont des raisons aussi qui sont liées à l'Union européenne, elle-même. Donc voilà, aujourd'hui, la présidente moldave est pro-ukrainienne, et les mouvements, j'allais dire, pro-russes sont aujourd'hui, en Moldavie en tous les cas, minoritaires. Mais la Russie va
tout faire, puisque en plus son Piémont au départ c'était vraiment cette Transnistrie, elle a encore une base militaire ici. Hein, et ce qu'on croyait au début du conflit, c'est que, alors qu'elle s'était engagée d'ailleurs à la retirer, c'est que en fait les Russes voulaient, si vous voulez, un des objectifs des Russes, et d'ailleurs c'est ce qu'on pensait avant même qu'ils interviennent sur... Non, c'est pas celle-là, tant pis. Celle-là. C'était de raccorder, voilà, de passer là, d'envahir Kherson, de prendre ça, ce qu'ils ont déjà pris, de récupérer Odessa et de rejoindre avec la Transnistrie, quoi. Et éventuellement, pourquoi pas prendre la Moldavie, mais là c'est s'attaquer encore à un nouvel État souverain, donc ça aurait été compliqué. Mais l'idée c'était vraiment c'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure de la nouvelle Russie, hein, parce que c'était vraiment de prendre toute la bande côtière et surtout séparer l'Ukraine d'un accès à la mer. Alors peut-être on va s'arrêter là, Alexandra, parce que là on entame déjà la conférence de demain. Naturellement, nous vous y invitons, puisque ce cycle est en 3 saisons, si je puis dire, et demain, ça va être le sommet, puisque nous parlerons de géopolitique. Je ne saurais trop vous conseiller, non pas que je veuille tirer de l'argent, mais enfin, ce serait rendre hommage aussi à Alexandra, que de prendre son ouvrage tout à l'heure, sans vous forcer, bien évidemment. Hein. Mais en tout cas, tout ce qui a été dit ce soir, de manière un peu rapide, vous le retrouverez dans cet ouvrage pour mieux fixer vos idées. Plein d'autres choses. Et, oui, et plein d'autres choses. J'ai plutôt parlé de ce qui concerne la première partie du livre. Sur la partie historique, dans l'ouvrage, vous trouverez une deuxième partie sur la société, enfin sur l'espace divisé, etc. Une troisième partie sur la société, une quatrième partie sur la géopolitique. Donc là, il y a plein de choses. Je n'ai pas parlé de la révolution qui est dedans, par exemple. Alors bien évidemment, je vous invite à venir demain. Si ce n'est vous, au moins, j'allais dire au centre, excusez-moi, d'autres personnes, pour les inciter à boucler en quelque sorte cette série de conférences. Ce sera demain à l'amphithéâtre Cadet, faculté de droit à Saint-Denis, donc naturellement. 18h. 18h. Voilà, c'est ça.